Bonsoir à vous, Joyce Ormand. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, certes virtuelle, mais invitation quand même. Alors avant de vous laisser la parole, un mot pour vous présenter d'abord et présenter votre livre. À la folie est votre 14e livre, si j'ai bien compté. Vous avez d'abord enseigné la philosophie avant de vous lancer dans l'écriture. Votre premier roman, Boys, 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 paraît en 2005. Il reçoit le prix de Flore. C'est un manifeste pour un féminisme viril. Alors d'emblée, on peut dire que vous vous placez du côté de ceux que l'on pourrait considérer comme à la marge. En 2013, vous recevez le prix François Mauriac de l'Académie française pour Comme une bête, l'histoire d'un jeune boucher pas tout à fait comme les autres. Et en 2014, vous publiez La peau de l'ours qui explore la frontière entre humanité et bestialité. Ce livre sera d'ailleurs sélectionné dans la liste du prix Goncourt. Alors cette année, vous publiez donc À la folie, le témoignage d'une immersion, fruit d'un long travail d'observation, un peu dans l'esprit de votre livre Paris, gare du Nord, pour lequel vous aviez passé une semaine en observation des passants à la gare du Nord, hein, donc. Là, cette fois-ci, vous vous êtes rendu chaque mercredi pendant une année entière au pavillon 4B, c'est en tout cas comme ça que vous l'appelez, le service psychiatrique d'un hôpital quelque part en France, on ne sait pas où. Vous y avez fait connaissance de celles et ceux qui, bien sûr, vivent dans ce lieu, qui vivent enfermés, les patients donc, mais aussi de leurs soignants, qu'ils soient médecins, infirmiers, aides-soignants. Et c'est donc la parole de chacun que vous avez mis en forme dans ce livre. C'est un récit très humain sur cette micro-société qu'est l'hôpital psychiatrique, sur la vie qui continue, tant bien que mal, en vase clos, et sur les limites aussi du système hospitalier en France. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc, c'est de tout cela qu'on va parler ce soir ensemble. Alors, peut-être pour commencer, évidemment, quand on lit votre livre, la question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir voulu pénétrer dans le monde de ceux que l'on appelle fous, que la société, d'une manière générale, fuit et qui gêne. Pourquoi, Joyce Armand? Euh, alors, vous dites que d'une manière générale, en effet, la société fuit les fous. Il se trouve que moi, je ne les fuis pas. Alors, pourquoi est-ce qu'un écrivain écrit sur un sujet plutôt qu'un autre? Je pense qu'à l'origine, c'est d'abord une inclination personnelle, hein, une espèce d'empathie personnelle pour le sujet. C'est d'abord finalement un désir très intime. Pourquoi est-ce qu'on écrit sur un sujet plutôt qu'un autre? Et donc, moi, j'ai plutôt une inclination finalement pour la folie, pour ceux qu'on appelle les fous, voilà, un mouvement plutôt empathique et bienveillant. J'ai évidemment pas de rejet ou de peur ou d'angoisse par rapport à ce sujet, sinon je ne me serais pas infligé de passer un an dans un hôpital psychiatrique. Donc ça part voilà, d'une inclination personnelle. Après, ça me semble être un sujet éminemment littéraire, en fait. Je trouve que c'est un sujet idéal pour un écrivain. D'abord parce que ce qui caractérise la folie, c'est un dérèglement du langage, de la langue. Le fou, c'est d'abord celui qui a une langue qui délire, qui sort de ses gonds, qui sort de la norme. Et quoi de plus passionnant pour un écrivain que justement cette expérience du langage. C'est aussi une expérience de la fiction, la folie, parce que finalement, tous les patients que j'ai rencontrés sont des gens qui s'inventent des identités et surtout qui finalement sont déçus par la réalité et qui du coup construisent une réalité alternative beaucoup plus conforme à leurs désirs. Et là aussi, il y a une espèce de parenté avec le travail romanesque. Après, c'est aussi une manière aussi d'aborder une question sociale et politique de biais. On a, voilà, les grands psychiatres de la psychothérapie institutionnelle disaient que on juge l'état d'une civilisation à la façon dont on traite ses fous. On pourrait rajouter à la façon dont on traite ses vieux, ses migrants, ses prisonniers. Mais donc, voilà, c'est une bonne manière de regarder la société. Et puis, un dernier point, outre aussi voilà, mon désir enfin mon goût pour la littérature d'immersion. Vous avez dit tout à l'heure que j'avais déjà exploré ça pour Paris-Gare du Nord et je l'ai fait même à d'autres occasions. J'ai écrit aussi un livre qui s'appelle L'inhabitable sur les logements insalubres, donc j'ai fait aussi une espèce d'immersion dans des logements insalubres à Paris. Quand j'ai écrit sur un boucher, je me suis aussi immergée voilà, dans les marchés de viande chez des éleveurs, etc. Donc j'ai un goût comme ça pour le terrain. Et ce qui m'intéressait aussi, là à nouveau d'un point de vue littéraire, c'est la question de la juste distance. Ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est trouver toujours la bonne distance. La bonne distance avec les mots, la bonne distance avec son sujet. Et finalement, habiter le monde, c'est trouver la bonne distance. Et à l'hôpital psychiatrique, cette question, elle se pose tout le temps. Moi, j'arrêtais pas de me la poser. Quelle est la bonne distance avec les patients, avec ceux qui souffrent, avec ceux qui délirent?
Et c'était une question qui m'intéressait à la fois du point de vue de mon regard sur la folie et puis du point de vue de l'écriture. Donc voilà, il y a mille raisons pour lesquelles un écrivain peut s'intéresser à ce sujet. Je suis même étonnée qu'il n'y ait pas plus de romans sur la folie parce que ça me paraît être le sujet littéraire par excellence. Alors peut-être parce que ce n'est pas si simple, de s'immerger dans, ces services, psychiatriques. On imagine que, ce projet, il a dû mûrir, il a dû être présenté, il a fallu convaincre, comment, s'est produit cette alchimie qui a permis que vous puissiez, avoir cet accès-là? Alors c'est vrai que une raison peut-être supplémentaire dont vous parliez au début, c'est qu'il y a un attrait à aller dans des endroits interdits, qui sont soustraits au regard, qui sont à l'écart, dans lesquels normalement on n'a pas le droit de pénétrer. Et c'est vrai que l'asile psychiatrique, comme la prison par exemple, est un endroit où on ne rentre pas comme ça. Et évidemment, à partir du moment où il y a un interdit, on a envie de le transgresser, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc ça a été extrêmement compliqué d'obtenir des autorisations. Pourtant, un psychiatre me disait pendant mon immersion, par définition, l'hôpital public, il est public. Ça veut dire qu'il devrait être ouvert à tous et en fait, ça ne devrait pas être des lieux fermés. Il y a déjà quelque chose d'illégitime à fermer l'hôpital public. Il y a une espèce de paradoxe, dans le fait même de le soustraire au public et ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur le sujet, mais il me fallait un fixeur, comme disent les journalistes sur les terrains de guerre, ou un poisson pilote, quelque chose qui, quelqu'un, pardon, qui me fasse rentrer. Et j'ai rencontré à l'occasion de mon précédent livre qui s'appelle Sciences de la vie un psychiatre avec qui j'avais fait justement un entretien dans une librairie. Et voilà, qui s'est pris d'amitié pour mon travail et à qui j'ai exposé mon projet et qui donc a commencé à essayer de contacter des anciens collègues, puisque lui était à la retraite, pour me faire entrer à l'hôpital. Et même lui, il a essuyé beaucoup de refus. Ça a été vraiment compliqué. Il y a une espèce de paranoïa quand même dans le personnel soignant psychiatrique, surtout que ces dernières années, il y a eu beaucoup de reportages un peu sensationnalistes, justement en caméra cachée, et du coup, beaucoup de médecins se méfient. Et avaient du mal d'ailleurs à comprendre que moi, j'étais écrivain, pas journaliste, que ce n'était pas exactement le même projet. Et puis finalement, il a réussi à me décrocher un rendez-vous au bout de plusieurs mois. Et là, il a fallu convaincre ce chef de service. Donc, j'ai eu plusieurs entretiens avec lui. Il a lu mes livres. Après, j'ai rencontré l'équipe, j'ai rencontré les syndicats, j'ai rencontré la direction administrative de l'hôpital pour signer une charte de confidentialité et voilà, une espèce de contrat. Et donc, ça, entre le moment où j'ai commencé à vouloir entrer dans l'hôpital et le moment où j'ai pu commencer l'immersion, il s'est quand même passé 6 mois. Donc, ça a été voilà, un long processus. Mais une fois que c'était gagné, on m'a donné les clés du service et là, j'étais totalement libre. Je suis vraiment passée de l'extrême difficulté à une liberté totale où on ne me contrôlait plus du tout. Mmh. Alors justement, votre livre, il démarre par ce premier jour où vous Mmh. arrivez, vous découvrez, ce service et ce qui vous frappe en premier lieu, c'est l'odeur que vous décrivez ainsi, une odeur de collectivité et de macération, de légumes bouillis et de détergents, de sauces refroidies et d'inquiétudes âcres, insistantes. D'emblée, vous nous emmenez par les sens, dans cet environnement qu'on devine hostile. Vous étiez dans quel état d'esprit ce jour-là? Est-ce que vous aviez d'ores et déjà en tête des idées préconçues de ce que vous alliez trouver derrière ces portes? Non, j'avais pas d'idée préconçue. Alors après, on rentre jamais totalement vierge dans un endroit. C'était un peu mon ambition, c'était de rentrer avec le moins de préjugés possible, le moins d'idées préconçues, le moins d'attentes. Je voulais être vraiment comme une espèce de feuille vierge, de page vierge. Mais évidemment qu'on a des images dans la tête, voilà, on a lu des livres sur le sujet, on a vu des films, donc on n'est pas complètement indemne, on est un peu travaillé par voilà, ces images et ces mots. Donc j'ai essayé de les mettre le plus possible à l'arrière. En tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis rentrée sans angoisse, sans anxiété, avec une grande excitation, celle de pouvoir accéder enfin à ce lieu, celle de commencer un livre, celle de découvrir un monde justement parce que on écrit aussi pour accéder à des connaissances et à des savoirs. C'est-à-dire que je pense que les gens qui lisent le livre, ils accèdent à un certain savoir sur la folie, mais c'est d'abord moi qui ai accédé à ce savoir. Moi, j'étais très ignorante du sujet, même si j'avais voilà, un peu croisé la psychiatrie dans mes études de philosophie. Mais je voulais y aller vraiment en étant prête à me laisser totalement surprendre. Alors, j'étais un petit peu inquiète le premier jour parce que inquiète d'être une espèce de trouble-fête.
C'est-à-dire que j'arrive, je connais personne, je ne sais pas où me mettre, je ne sais pas vraiment au début comment parler aux gens, je ne sais pas comment éviter de les gêner, mais en même temps, j'ai aussi envie, d'être là pour regarder. Donc, je cherche mes marques et au début, finalement, je fais comme les patients, toute la journée, c'est-à-dire que je m'assois sur une chaise et que j'attends que le temps passe et comme ils le font malheureusement l'essentiel de leur temps. Donc au début, c'était en fait être présente pour habituer justement les gens à cette présence, être posé là et puis attendre aussi que les choses viennent à moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une immersion longue d'une année. Déjà parce que je pense qu'en une semaine, on ne voit pas grand-chose, surtout sur un sujet aussi compliqué que la psychiatrie. Et aussi parce que pour tisser des liens, pour rendre ma présence familière, il fallait du temps. Il fallait ces semaines et ces mois. Et voilà, il me fallait au moins un an. Donc j'y suis allée très doucement en tâtonnant. Mais c'est vrai que la première chose qui m'a saisie, c'était effectivement cette odeur, puis après les lumières, puis après le bruit des clés, des pas qui traînent, et puis après la couleur des murs. Comme vous disiez, c'est vraiment d'abord une expérience sensible parce qu'on rentre vraiment dans une boîte hermétique. Mmh. Et puis ensuite, on découvre, bah, ceux qui y vivent et donc ceux qui animent ce lieu. Alors on peut, suivre cette série de portraits. On a, Franck, qui porte encore son pyjama anti-suicide de papier bleu et qui se prend pour un loup-garou. Youssef, qui pense être le soldat inconnu. Le doyen, Robert, il est hospitalisé dans ce pavillon depuis 35 ans et ses 3 frères aînés y sont morts. Alors très vite, on sent que certains se confient à vous, d'autres sont plus distants, certains vous prennent aussi un peu à partie. Il a Mmh, fallu, comme vous le disiez, gagner leur confiance, trouver votre place et vous la mettez en question, tout au long du livre, mmh, cette place. mmh, mmh. Oui, vous avez raison, la question de ma place, elle était essentielle en fait. Au début, je ne voulais pas apparaître. Je m'étais dit: voilà, je reste hors champ et je donne à voir, ces corps, ces paroles, ces soignants et ces patients et moi, je ne suis pas dans l'affaire parce que voilà, ça ne me concerne pas. Je ne voulais pas me mettre en avant et puis justement, je me suis rendu compte, comme je disais tout à l'heure, que en fait, ma présence, elle était perturbante, et que je pouvais pas dire que j'étais hors champ parce que j'étais précisément dans le champ. J'étais dans l'espace clos avec eux et ça changeait quelque chose que je sois là. Donc, je me suis dit: «Tu peux pas, escamoter ta présence, ce serait presque malhonnête d'une certaine façon du point de vue de l'écriture». Donc je me suis remise dans le champ en essayant d'être quand même assez discrète. Donc je fais des apparitions de temps en temps, où j'amorce, voilà, l'entrée d'un personnage, je témoigne d'un sentiment qui me traverse, d'une émotion. Donc, voilà. Et ce réglage de ma présence à la fois sur place, en effet, c'est-à-dire que quand il y a une crise de violence ou il y a une crise de désespoir, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors justement ou est-ce que je reste parce que je suis là pour observer et restituer ça? Comment est-ce que je parle aux patients? Est-ce que je m'approche ou pas trop? Bon, voilà, je la réglais sans cesse et après il a fallu la régler dans l'écriture. C'est-à-dire, le jeu, mon jeu JE, il apparaît comment par rapport au jeu des patients, au jeu des soignants? Comment est-ce que je règle cette présence-là? Et c'est pour ça que j'ai choisi finalement d'entremêler, ma voix, celle des patients et celle des soignants et qu'il y a pas de je ne vais pas à la ligne, il n'y a pas de tiret ou de guillemets pour rapporter les paroles des uns et des autres et qu'en fait, c'est le même jeu qui circule entre toutes les personnes pour montrer d'abord, pour rétablir une espèce d'égalité entre tous, parce que l'hôpital, c'est un lieu où il y a beaucoup de hiérarchie entre les soignants et les patients. Donc, je remets un peu d'horizontalité, d'égalité entre tout ça. Et puis moi, je m'inclus aussi. J'essaye de ne pas avoir de position surplombante et donc je m'inclus dans cette grande circulation. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'écriture. Et c'est bien là, en tout cas, qu'on voit ce dont vous parliez tout à l'heure, cette différence avec le genre journalistique, hein. Vous n'êtes pas là pour, rapporter, des faits, on est Mm. bien dans la fiction et vous avez aussi cette liberté-là. Votre place d'écrivain, elle est tout à fait, légitime. Bah, je suis contente que vous le disiez parce que ça apparaît pas évident à tout le monde, mais en effet, quand je suis arrivée et que les gens me regardaient comme une journaliste, ils pensaient justement que je venais avec des intentions, à savoir dénoncer par exemple les mauvaises conditions de travail que par ailleurs je mets en scène dans le livre et je crois qu'on se rend compte à quel point c'est difficile de travailler à l'hôpital psychiatrique. Donc, elles apparaissent quand même. Mais moi, j'essaie de leur expliquer que j'étais précisément pas là pour prendre parti ou
ou pour voilà, faire du sensationnalisme ou au contraire du sentimentalisme, que j'étais d'abord là pour faire un travail littéraire, c'est-à-dire euh, incorporer une langue nouvelle, la langue de la folie, et puis aussi la langue du soin, la langue très particulière et très codifiée de la psychiatrie, d'incorporer cette langue à ma propre langue. Et voilà, et que c'était en ce sens-là un programme littéraire parce qu'il s'agissait d'explorer aussi comment parle le pouvoir psychiatrique, comment parle le délire de, voilà, de la folie, et comment moi je peux parler avec ça. Donc, je revendiquais ce projet littéraire, je revendiquais en effet ma subjectivité d'auteur, euh, ma subjectivité et le fait que finalement je sois tenue à une certaine justesse, mais pas à la vérité. Et c'est très important pour moi de faire la distinction. C'est-à-dire que tout n'est pas vrai dans le livre au sens où j'ai pu inventer quelques passages, quelques mots, quelques personnages même, mais au nom d'une certaine justesse. C'est-à-dire que il fallait toujours que je sois en accord quand même avec la réalité que je vivais sur le terrain. Et pour moi, des personnages que j'inventais, par exemple, je ne les inventais pas de toutes pièces. C'était un montage de plusieurs personnages, de plusieurs choses que j'avais entendues, parce que dans le travail d'écrivain, c'est comme quand on fait un film, il y a un travail de montage. Donc, j'ai monté des scènes, j'ai monté des dialogues. Donc, toute cette matière-là réelle, je l'ai métabolisée, transformée, cuisiner pour que ça donne une sorte de roman finalement. Mmh. Vous évoquiez tout à l'heure, Joyce Ormand, la question de l'ennui qui bien sûr est centrale avec notamment, ce chapitre central aussi dans votre le livre, dont le titre est «Le temps est mort», donc ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que vous-même vous l'avez ressenti et vécu cet ennui lors de vos journées? Alors c'est une journée par semaine, mais c'est quand même une journée? Oui, oui, oui. Vous avez raison, la question du temps, elle est centrale hein, à l'hôpital psychiatrique. D'ailleurs, il y a des horloges partout. Dans la chambre d'isolement, tout est nu, tout est dépouillé. Il y a seulement une immense horloge qui égrène le temps. Les patients ont un rapport très fort au temps, c'est-à-dire il y a l'heure de la cigarette, il y a l'heure des repas, il y a l'heure des activités. Donc les journées comme ça se ressemblent toutes et sont scandées par les mêmes événements qui reviennent. Il y a aussi ce rapport au temps extrêmement bizarre, c'est-à-dire qu'à un moment, je le dis, un prisonnier, il arrive à la prison, il sait pour combien de temps il est là, il connaît la durée de sa peine. Un psychotique qui est emmené de force par les pompiers à l'hôpital psychiatrique, il ne sait pas quand il sortira. Même une fois arrivé, le psychiatre n'est pas en mesure de lui dire. Donc il y a une espèce de temps totalement déréglé, totalement distendu, un temps qui est devant soi et qui n'est pas borné, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que tout ça va s'arrêter. Et en effet, c'est un des drames de l'hôpital psychiatrique et du manque de moyens, c'est-à-dire il y a de moins en moins d'activités, donc les journées sont de plus en plus vides et le temps s'étire et on passe des heures assis sur des chaises devant la télé, abrutis de médicaments. Et en effet, moi-même, j'ai pu ressentir cet ennui. C'est-à-dire qu'il y a des jours où, comme je disais, je venais, je m'asseyais avec eux et personne n'avait la force de me parler ou personne n'avait rien à me dire. Ou moi-même, il y a des jours où j'étais fatiguée et que j'avais pas la force d'aller chercher l'information, d'aller solliciter les gens, et que moi-même, je me laissais un peu recouvrir par cette espèce de temps flasque, comme je le décris comme une espèce de mélasse qui vous coule dessus et qui vous fiche. Donc, j'ai fait cette expérience et c'était important que je la fasse pour essayer de rentrer aussi un peu en empathie et en résonance avec les patients, même si accéder à leur souffrance et à leur folie, c'était impossible, mais au moins avoir quelque chose à un moment en commun. Et c'est vrai que cet ennui, c'était quelque chose qu'on pouvait partager. Mmh. Sur l'empathie, justement, l'idée de l'implication aussi, elle a dû se poser, la question de l'implication, elle a dû se poser pour vous, parce qu'évidemment, il est toujours, important de garder la distance et vous racontez, par exemple, qu'un soir, vous rentrez chez vous et sur le quai de la gare ou du métro, vous apercevez l'un des patients du pavillon, 4B et puis vous hésitez à l'aborder, finalement pas. Mmh. Vous le laissez, voilà, il semble perdu, mais vous dites que votre place n'est pas là? Exactement. Là, ça, c'est aussi un point très important du livre et très important aussi de mon expérience personnelle parce qu'en fait, vous passez un an dans un service comme ça. Alors déjà, en psychiatrie, les sentiments, les émotions, les affects sont exacerbés parce qu'il y a de la souffrance, il y a un manque d'amour énorme chez tous ces patients, il y a
un infirmier que j'appelle le moine bouddhiste du soin, qui s'appelle Barnabé dans mon livre, et qui dit l'amour, c'est le premier outil du soin. Ce sont d'abord des gens à qui on doit donner de l'amour. Ce sont des histoires de vie fracassées. Donc voilà, oui, les relations affectives peuvent très vite s'enflammer. Et évidemment, avec le temps qui passait, moi, je me liais à certains. Alors, il y a en particulier Franck et Maria qui reviennent souvent dans le livre, et c'est pas pour rien, qui sont un peu les héros. Ce sont aussi ceux avec qui j'ai noué le plus de relations. Et à force de venir tous les mercredis, avec aussi pour eux une espèce de poche de liberté qui venait de l'extérieur. Le mercredi, c'était le jour où je venais, et finalement, ils en étaient assez contents parce que voilà, il y avait un peu de vie, un peu de mouvement, et que moi, j'étais complètement disposée à les écouter quand les infirmiers sont débordés, n'ont pas toujours le temps, etc. Et puis voilà, j'offrais des clopes, j'allais parfois acheter des canettes de coca alors que c'était interdit. Enfin bon, je transgressais de temps en temps. Et, et donc, je sentais que je commençais à me lier à certains. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu inquiétée aussi, parce que je me suis dit, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas soignante, je ne suis pas une amie, je ne suis pas à la famille, je ne suis pas une visiteuse d'hôpital psychiatrique, je suis écrivain, et je dois bien circonscrire ma place. Et c'est très difficile de résister aux relations humaines d'une certaine façon, surtout dans ce lieu-là. Donc, il a fallu là aussi que je sois vigilante. Parfois, peut-être, j'étais un peu trop dans le sentiment, et donc je faisais un pas en arrière. Et en effet, quand j'ai vu ce patient sur le quai du métro qui en plus avait fugué, donc la question c'était aussi, est-ce que je préviens les soignants que ce patient qui s'est échappé de l'asile et qu'on cherche partout, il est à cet endroit? Et puis je me suis dit, je ne suis pas flic, c'est pas mon métier, donc je ne dis rien, mais je ne vais pas non plus vers lui, car finalement ce serait déplacé. Et, et quand je dis que j'ai passé un an en immersion, j'aurais pu en fait passer plus. On n'en a jamais fini avec ce sujet. J'aurais pu passer 2 ans, 3 ans. Et c'est aussi le problème, entre guillemets, de la littérature d'immersion, c'est que quand vous écrivez un roman, vous avez une narration, vous avez une construction. À un moment, le roman, il est fini. Mais quand vous faites de la littérature d'immersion, finalement, comment on décide que c'est fini? Parce que c'est jamais fini. La réalité, elle vous apporte toujours des nouvelles émotions, des nouvelles informations. Et je me suis dit, tout d'un coup, je me suis dit, mais ça pourrait ne jamais se terminer. Et donc, j'ai voulu aussi voilà, m'obliger à terminer. Au bout d'un an, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que tu coupes. À la fois pour ma propre vie, et puis pour le livre aussi, parce que sinon j'aurais mis 10 ans à l'écrire et il aurait fait 1000 pages, et il fallait aussi passer à autre chose. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas se faire happer par ce monde-là, quand justement on a, ce dont je parlais tout à l'heure, une inclination pour ce sujet. Parce que vous écriviez au fur et à mesure, vous dites, à un moment, je me suis dit: «Il faut que ça se termine». Non, alors j'écrivais pas au fur et à mesure. Justement, quand je dis: «Faut que ça se termine», c'était vraiment l'expérience, à la fois littéraire et humaine. C'est-à-dire que j'ai d'abord passé cette année en immersion à prendre des notes, et puis par ailleurs aussi à lire des livres sur le sujet, à regarder des documentaires, enfin à me nourrir aussi intellectuellement, esthétiquement. Et mais j'écrivais pas pendant ce temps-là, parce que c'était déjà tellement énorme d'absorber toute cette réalité que je pouvais pas écrire en même temps, et surtout que je savais pas encore ce que j'allais faire de cette masse justement documentaire. Et donc après, j'ai passé une deuxième année à chercher la forme et à écrire. Donc ça s'est fait vraiment en deux mouvements. Mmh. Alors, on a évoqué les patients hein, de ce livre, personnages centraux d'À la folie, Joyce Ormond. Et puis, bien sûr, il y a les soignants. Et votre livre est juste. Hein, il n'y a pas les gentils ou les méchants d'un côté. Vous avez pris soin à rencontrer toute l'équipe. C'était vraiment important pour vous d'avoir ces deux points de vue, ces deux angles d'attaque. Oui, d'abord parce que je faisais pas uniquement un livre sur la folie, je faisais un livre aussi sur l'institution psychiatrique, et un livre sur l'hôpital aussi comme lieu, l'hôpital comme boîte noire, l'hôpital comme un lieu de vie où vivent ensemble, mais au sens le plus fort du terme, des patients et des soignants. C'est-à-dire, ils passent leur journée ensemble, se tiennent la main, prennent leur café ensemble, parlent ensemble, fument des cigarettes ensemble. C'est vraiment une vie commune. Donc, c'était pas possible d'escamoter la moitié, voilà, des habitants de ces lieux. Donc, déjà pour cette raison, c'était très important d'avoir toute la réalité du champ. Et dans les soignants, d'aller
du chef de service à la SH, donc la femme de ménage, en passant par les aides-soignants, les infirmiers, les psychologues, les psychomotriciennes, les ergothérapeutes, les cadres de santé, voilà, de passer comme ça par tous les métiers. Et aussi, comme vous le dites, pour multiplier les points de vue. C'est-à-dire que, comme je le dis un peu dans le livre, l'hôpital psychiatrique, c'est une mise en crise de la vérité. À l'hôpital psychiatrique, il n'y a pas de vérité qui tienne. C'est-à-dire qu'un patient délire, le lendemain, il est tout à fait raisonnable. Un jour, un médecin dit il ne guérira pas. Le lendemain, il dit ah ben si, il guérira. Un patient, on dit il est prêt à sortir. Ben, finalement, il revient 2 jours après. C'est-à-dire que tout se reconfigure sans cesse. C'est très difficile de poser des diagnostics. C'est très difficile de dire qui souffre, qui ne souffre pas, qui délire à quel point, etc. Donc, pour ne pas avoir une seule vérité, celle des patients ou celle des soignants, il fallait que je confronte les points de vue comme sur un ring. Tous les points de vue s'affrontent. Et l'infirmier ne va pas être d'accord avec le psychiatre. Et moi, de mon point de vue, même d'ignorante, je ne vais pas être d'accord avec ce que j'entends. Et parfois, ça se sent un peu dans le livre, je me permets de le dire. Donc, il fallait, pour montrer toute la complexité de cet endroit et surtout pour pas avoir un point de vue autoritaire et dire c'est comme ça, c'est dégueulasse de mettre un patient en chambre d'isolement, par exemple. J'avais envie de montrer que c'était plus compliqué que ça, que c'était une violence, mais que parfois ça pouvait apaiser, que ça pouvait être de la barbarie, mais que ça pouvait être utile. Voilà, que c'est toujours trouble, c'est toujours ambivalent. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'il fallait multiplier les regards sur ce lieu et sur ce sujet. Et de même que les patients ont joué le jeu de vous ouvrir, leur cœur, leur vie, leurs maux, leur malaise. Les médecins aussi, hein, ils vous disent leurs doutes, leurs questionnements, Mm. on les sent fragiles. Oui, c'est vrai que la souffrance, c'est pas seulement celle des patients, évidemment, c'est celle des soignants. Alors, je m'y attendais un peu parce que pour le coup, on sait à quel point l'hôpital public va mal. Je crois qu'en ce moment, on le voit d'autant plus. Et on sait aussi que la psychiatrie, c'est le parent pauvre de l'hôpital public. Donc, tout est exacerbé. Et c'est vrai qu'il y a une souffrance au travail. Enfin, en ce moment, c'est éclatant, mais même avant la crise sanitaire, c'était déjà très, très fort. Et donc, cette souffrance au travail, elle m'a été confirmée, voilà, sur place. Et c'est vrai que voilà, j'ai recueilli un peu la souffrance des 2 côtés. Et alors certains soignants, se méfiaient un peu de moi et je les comprends, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, ma présence pouvait être perturbante, quand, Jessica fait une crise de violence, qu'elle est, plaquée au sol, qu'on la pique au sol, voilà, que c'est extrêmement brutal comme scène. Moi, je suis là à traîner dans les pattes des soignants, ça les arrange pas forcément. Et je comprends qu'ils aient pas très envie que j'assiste à ça, pour plein de raisons, et je leur jette pas du tout la pierre. Donc certains, voilà, voulaient pas trop, se confier à moi, et d'autres en revanche, attendaient aussi de moi que je puisse être le témoin de cette souffrance qui est peut-être pas très regardée, voilà, par les citoyens en général, surtout en psychiatrie, c'est vraiment pas un endroit qu'on regarde beaucoup, et que je puisse faire un petit peu caisse de résonance, très modestement, mais voilà, ça c'était important pour beaucoup de soignants, ouais. Mmh. Je vous propose que je vous lise, en tout cas permettez-moi de vous lire un extrait justement sur cette difficulté des soignants à trouver leur place, page 209. Le médecin-chef, la mélancolie du médecin-chef. Le médecin est pris en étau, victime consentante d'un monde qui exige la liberté et la sécurité. Les familles, l'État et la société tout entière le somment d'enfermer, invoquant la menace, un péril imminent, un schizo avec un couteau de cuisine peut-être, et il ne peut pas refuser, il serait responsable, coupable. Mais dans le même temps, on le condamnera pour avoir exercé son pouvoir arbitraire, abusé des psychotropes afin de faire sortir un malade plus rapidement, libérer un lit quand l'administration impose des économies. On a vraiment ici tous les éléments à la fois financiers, à la fois chimiques, cette surdose de médicaments et puis en même temps cette pression de se dire on ne peut pas laisser sortir un fou. Oui, oui, c'est le grand paradoxe de la psychiatrie. Et c'est vrai, c'est ce que j'ai découvert aussi en y allant. C'est que je me disais, mais en fait, c'est un métier impossible, psychiatre à l'hôpital, parce que euh, ils enferment les patients. Donc la société lui reproche d'enfermer les patients
contre leur volonté, de les priver de leur liberté, de les abrutir de médicaments, de les attacher sur des lits. La société est scandalisée par ça et elle a raison. Mais par ailleurs, la société, elle a peur aussi de la folie. Et quand elle voit un type vociférant dans la rue, taper sur des voitures avec des barres de fer parce qu'il entend des voix, elle veut qu'on la protège de cette violence-là. Et donc, voilà, le psychiatre, il est pris en étau. C'est-à-dire que la société l'engueule parce qu'il enferme, et en même temps, la société veut être protégée de cette folie-là. Donc, il y a quelque chose qui est impossible à résoudre, qui fait aussi du psychiatre cette espèce de figure tragique, et là aussi qui est une figure passionnante pour un écrivain. Ces figures irréconciliables, ces figures qui sont prises dans une tragédie sans, voilà, sans solution. Donc ça, j'avais envie de le montrer, et puis aussi, en effet, de montrer que la peur qu'a la société, elle est problématique, parce que c'est cette grande question de savoir si on enferme le patient pour le protéger de lui-même ou pour protéger la société. Alors sans doute, c'est pour les deux, mais où est-ce qu'on met le curseur? À quel point est-ce qu'on enferme vraiment pour soigner, et à quel point est-ce qu'on enferme pour débarrasser le monde d'une présence perturbante? Les psychiatres, ils me disaient qu'il y avait beaucoup de familles qui, par exemple, au moment de partir en vacances l'été, se débarrassaient, mais au sens propre, de leurs fous, devant la grille de l'hôpital, qui trouvaient des gens abandonnés devant la grille de l'hôpital le matin avec leurs valises, et la famille les avait déposés. Donc voilà, après, il ne s'agit pas non plus de condamner sans nuance ces familles. Souvent, elles n'y arrivent plus, elles ne savent plus comment faire. Mais voilà, tout ça est extrêmement compliqué à penser, et c'est ça qui est passionnant aussi. Mmh. Est-ce que ce livre, À la folie, avait aussi pour vocation, Joyce Ormand, justement, de jeter un peu ce sujet sur la table et de dire que ce problème de société, il est nécessaire à aborder aujourd'hui, alors que, bien sûr, on parle de la santé de l'hôpital public, mais la psychiatrie ne fait pas les gros titres Mmh, des mmh. journaux. Oui, bah, je pense que ça peut être une des raisons d'écrire sur un sujet, c'est d'attirer l'attention, justement, et finalement d'obliger, entre guillemets, à regarder, de dire, voilà, là, il se passe quelque chose qu'on ne veut pas regarder, et que la littérature a aussi cette vocation-là, a vocation à faire un peu de bruit, et à obliger le regard à se tourner là où il ne se tournerait pas naturellement. Et c'est vrai qu'en ce sens-là, la littérature, elle est forte pour aller dans les marges, pour aller voilà, vers le hors norme, vers l'invisible, le silencieux, qui sont. Et c'est vrai que vous le disiez au début de la rencontre, moi, ça m'intéresse assez d'explorer ces marges plutôt que de rester au centre, et que l'outil littéraire, il sert aussi à ça, à aller là où justement peu de gens vont. Donc, c'était à la fois un geste littéraire et un geste politique aussi, de dire c'est réprouvé de la société, il faudrait peut-être aller regarder de plus près. Et les réprouvés, c'est finalement autant les psychotiques que les aides-soignants déconsidérés, épuisés, voilà, et dont le pouvoir se soucie assez peu. Alors bien sûr, vous ne l'avez pas vécu, à proprement parler, cette expérience de l'enfermement, cette chambre d'isolement que vous décrivez avec, des mots, qui sont assez durs, mais vous l'avez quand même côtoyé de près. Est-ce que votre regard a changé, entre avant et après, sur l'hôpital psychiatrique, en général? Hem, Bah, je dirais justement que j'ai appris à être un peu plus mesurée. Hem, Disons que mon idée, évidemment, alors là, je disais que j'étais rentrée avec le moins de préjugés possible, mais j'en avais nécessairement. Mon idée, c'était que justement, par exemple, les électrochocs et la chambre d'isolement, c'était le comble de la barbarie, et que ça devait être éradiqué absolument. Et je me suis rendu compte, au contact des patients comme des soignants, que c'était plus compliqué que ça. Alors que très majoritairement, en effet, la chambre d'isolement est utilisée de manière abusive parce qu'on manque de chambres, parce qu'on manque de personnel, donc on n'a pas le temps de parler aux gens qui sont en crise, donc on les enferme. Enfin, voilà, c'est très majoritairement, il y a un problème avec la chambre d'isolement. Mais j'ai aussi découvert
qu'il y avait des patients qui demandaient à y aller parce que ça les apaisait, que parfois on mettait des patients en chambre d'isolement pour les protéger des autres, qui voulaient par exemple tout d'un coup lyncher un patient voilà, qui les agaçait. Que c'était aussi une manière parfois pour des patients qui vivent en communauté de pouvoir se retirer dans une forme de solitude. De même pour les électrochocs que je voyais comme une technique tout à fait barbare, j'ai découvert qu'elle avait beaucoup moins d'effets secondaires, par exemple, que des médicaments, que la chimie, qui abrutissent, qui détruisent le corps de l'intérieur, qui peuvent être extrêmement violents. Qu'en fait, maintenant, les électrochocs, c'est sous anesthésie générale, c'est extrêmement encadré. Alors, je ne dis pas que c'est anodin, mais que finalement, ça peut s'avérer beaucoup moins délétère qu'un traitement médicamenteux. Donc là aussi, je me suis dit, les choses sont plus compliquées qu'on ne le croit. Et ça, c'est toujours, intellectuellement, on y gagne toujours à découvrir la complexité, la subtilité de la réalité. Mmh. Est-ce qu'en tant qu'écrivain aussi, cette expérience vous a, changé, ces expériences que vous avez vécues, parfois violentes, hein, vous le disiez, il y a des scènes, violentes, à l'intérieur de cet hôpital, auxquelles vous assistez. Est-ce que vous, en tant que femme et qu'écrivain, vous avez, l'impression d'avoir été, bouleversée d'une certaine manière par cette expérience vécue? Bah, je dirais qu'évidemment, j'ai été, extrêmement touchée. C'est une expérience très très émouvante, mais du point de vue du travail, finalement, ce que j'ai peut-être gagné, c'est plus d'attention, d'empathie, de patience, de bienveillance. C'est-à-dire que comme en effet, j'ai passé un an, à parler avec des patients, des soignants, à être à côté d'eux, à être attentive à leurs gestes, à leurs intonations, à leurs mots, à leur manière de se déplacer, à essayer de décoder les signes qu'ils m'envoyaient. Il a fallu que je sois extrêmement, attentive à des micro-signaux finalement. Et du coup, je dirais que ça a pu développer, une espèce de voilà, d'attention, comme un animal ouais, qui a les pupilles dilatées, les tympans comme ça très ouverts, d'essayer d'augmenter sa sensibilité. Heu et ça, j'espère que je pourrai l'avoir pour les prochains livres, cette espèce d'attention, voilà, et d'acuité un petit peu plus forte que d'habitude. Depuis la sortie de d'À la folie, est-ce que vous avez eu des retours des soignants et des patients que vous avez rencontrés? Parce que plusieurs fois dans le livre, vous dites, qu'ils sont, d'une certaine manière en attente de ce que vous allez produire ou en tout cas, ils y font allusion. Alors, j'ai pas eu de retour, des patients malheureusement parce qu'en fait, j'étais dans un service fermé avec des cas très lourds et des patients qui étaient trop mal ou trop justement abrutis de médicaments pour avoir la force de lire. Parce qu'il faut être en forme pour lire. Et donc malheureusement, voilà, je crois qu'il n'y a pas de patients qui ont réussi à lire le livre, peut-être ça viendra. En revanche, j'ai reçu pas mal de courriers de patients, mais pas de patients que j'avais rencontrés, mais de patients en psychiatrie qui avaient entendu parler de mon livre ou qui l'avaient lu ou qui m'avaient vu en parler dans des médias et donc qui m'envoient des lettres. Donc ça, c'est extrêmement, touchant. En revanche, j'ai eu beaucoup de retours de soignants, heu, qui étaient plutôt, voilà, positifs. Donc ça m'a fait plaisir parce que j'étais assez inquiète aussi de la réception. Je me disais et voilà, j'avais peur de trahir, quoi, en fait, de trahir la confiance, de trahir la justesse, de leur métier et j'ai eu des retours plutôt positifs. Donc ça m'a fait voilà, ça m'a fait plaisir et puis surtout, j'ai eu beaucoup de retours, en fait, d'une génération, qui est en train de disparaître, la génération des années, 60-70-80. Donc beaucoup de voilà, de psychiatres à la retraite, par exemple, qui m'écrivaient, qui avaient connu la grande période de la psychiatrie, ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle, donc le moment où on a voulu justement, baisser la part des médicaments et faire monter la part de la créativité, de la parole, de la vie ensemble, des expériences comme par exemple la clinique de la Borde dans le Loiret avec, montée par le psychiatre Houry, où il y a vraiment une communauté de vie, où, on essaye de donner le moins de médicaments possible et de donner le plus de liberté, de faire tomber les murs de l'asile. Voilà, c'était une époque de la psychiatrie où la parole et l'attention aux autres étaient très importantes et on n'était pas encore dans les dérives budgétaires, technocratiques qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, voilà, ces psychiatres-là qui sont dans la nostalgie de cette époque bénie, m'écrivaient pour me dire
ça les faisait repenser à tous ces moments, et que finalement, on voyait bien que dans mon livre, j'étais de ce côté-là, moi. Et voilà. Et c'est surtout eux qui m'ont fait des retours un peu nostalgiques sur cette grande époque qui est derrière nous, malheureusement. Certains, des soignants du livre, font allusion justement aux Mm. évolutions de la psychiatrie et de la manière de prendre en charge avec, en effet, parfois de la nostalgie aussi. Ouais. Vous Mm. y vous leur donnez C'est la parole. c'est vrai que j'ai rencontré en fait pas mal de soignants qui avaient connu cette époque et qui avaient vu vraiment la bascule, qui avaient commencé leur carrière à cette grande époque. L'époque aussi où on sortait avec les patients, on allait en vacances avec les patients, on les emmenait au cinéma, on les emmenait au bal du 14 juillet. Il y avait une porosité entre l'intérieur et l'extérieur. Les murs de l'asile, ils étaient poreux, voilà, il n'y avait pas de coupure avec le reste de la société. Et ils ont vu les murs justement devenir de plus en plus étanches, de plus en plus épais. Ils ont vu toutes les sorties, les activités s'arrêter, faute de budget, faute de personnel. Et ils sont voilà, sont des soignants qui ont vu changer, un changement de paradigme, un changement de monde, un changement politique qui les affecte énormément. Et finalement, eux, ils sont pris dans ce mouvement avec un peu de culpabilité en se disant, mais j'étais un éducateur, je suis devenu un maton, comment est-ce que je peux résister? C'est très difficile parce qu'ils sont proches de la retraite et plus ils approchent de la retraite, plus ils ont l'impression que la situation se durcit. Et voilà, j'en ai rencontré beaucoup avec ce profil, aussi parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui veulent aller en psychiatrie. Donc, on manque beaucoup d'infirmiers, d'infirmières. Et ceux qui sont là, parfois, ils devraient être à la retraite depuis déjà 5 ans, mais il n'y a personne pour les remplacer, donc ils restent. Alors à celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, hein, si vous avez, des questions à poser, à Joyce Ormand, voilà, sur ce livre, sur ce travail. Une question que je vois dans le chat, ou peut-être plutôt une remarque: avec le Covid, cela ne va pas s'arranger. Voilà, la souffrance psychologique imposée à toutes et tous, en effet. Sortir ce livre dans ce contexte, parler de l'enfermement à cette société qui souffre aujourd'hui d'un autre enfermement. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, Joyce Ormand? Mais alors, c'était pas prévu, si je puis dire, hein. Moi, j'ai commencé, enfin, j'ai fait l'immersion évidemment bien avant le Covid et j'ai commencé à écrire le livre bien avant le Covid. Donc, j'avais pas du tout prévu que voilà, que sa parution allait coïncider avec ce moment fou que nous vivons tous. Donc, il y a voilà, il y a une espèce de, voilà, de rencontre entre l'époque et le livre à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Après, j'ai été très étonnée parce que beaucoup de psychiatres que j'ai rencontrés, à qui je demandais comment s'était passé le confinement justement pour les patients en psychiatrie, me disaient qu'ils avaient eu très peur que ça se passe mal et que majoritairement ça s'était bien passé. Alors là, je parle de services fermés, de gens hospitalisés sous contrainte, hein. On n'est pas en hôpital de jour ou en ambulatoire. Mais les patients que j'ai connus, de toute façon, ils sont confinés toute l'année, depuis des années. Ils sont confinés dans leur tête, ils sont confinés entre les murs de l'hôpital et finalement, ils n'ont pas vraiment vu de changement. Et même certains pouvaient s'en réjouir, aller mieux avec le confinement dehors qui résonnait avec leur confinement dedans, parce que beaucoup justement sentent l'extérieur comme une menace. Il y en a beaucoup pour qui, hors des murs de l'hôpital, justement, la réalité est violente, la réalité est angoissante. Et donc là, ils étaient encore plus protégés. Et puis, ils avaient aussi ce sentiment que les gens dehors étaient confinés comme eux dedans et qu'il y avait une communauté qui vivait la même chose. Donc, il y a beaucoup de patients qui ont plutôt bien vécu ce confinement. Après, c'est essentiellement en pédopsychiatrie que ça se passe très très mal en ce moment parce que ce sont beaucoup les enfants qui décompensent. Et donc, alors, je disais que la psychiatrie était le parent pauvre de l'hôpital public, mais alors la pédopsychiatrie est le parent pauvre de la psychiatrie. Donc là, c'est vraiment une catastrophe. On parle aussi de la situation des étudiants. Le gouvernement a soi-disant donné des chèques de consultation psy pour les étudiants pour lutter contre leur détresse, en ne précisant pas qu'il y avait en moyenne 1 an d'attente pour avoir une consultation psychologique dans les universités françaises, parce qu'il n'y a pas de psy, il n'y a pas de personnel, qu'on ne recrute pas, qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Donc, à quoi sert ce chèque, à part à faire un effet d'annonce, à rien. Bon, donc voilà,
il y a des problèmes psychiatriques qui émergent. On sait qu'il y a un vrai problème avec la santé mentale en ce moment, mais qui est aussi à distinguer de cette psychiatrie très, très particulière, voilà, des patients qui ont des pathologies très, très lourdes et qui sont finalement dans une réalité tellement coupée de la nôtre que Covid ou pas Covid, finalement, ça change pas grand-chose tellement l'étanchéité est forte. Mmh. Bah, notre lectrice qui a posé cette, question, cette remarque, vous remercie. C'était bien, ce qu'elle attendait, comme réponse. Je peux peut-être vous lire l'avis de Romain, notre libraire, qui a particulièrement aimé, À la folie. C'est un de ses coups de cœur. Il écrit: «Un témoignage nécessaire dans un monde où la santé mentale de la société n'a jamais été aussi proche de la rupture». Donc en effet, hein, c'est bien, tout ce que l'on a évoqué, au cours de cette rencontre. Peut-être aussi un mot sur, le titre, c'est peut-être plus anecdotique, mais «À la folie», ça évoque aussi, l'amour, «Je t'aime à la folie». Est-ce qu'il y avait cette envie de montrer, le côté touchant des personnages que vous abordez dans ce livre? Alors j'ai pas pensé, c'est-à-dire que le titre pour moi n'allait pas vers ça, mais finalement, je me rends compte à quel point ça résonne et que comme j'ai tout à l'heure, pour cet infirmier Barnabé, l'amour est le premier outil du soin et c'est vrai que moi j'ai ressenti, une forme d'amour pour les patients, voilà quelque chose de très fort. Mais à la folie, il y avait d'abord pour moi, la dédicace, l'hommage, voilà, de dédier ce livre à la folie et puis aussi finalement de remercier la folie et ceux qu'on appelle les fous de m'avoir tant donné, de m'avoir donné leurs histoires, leur langue justement, cette langue parfois incroyablement poétique, de m'avoir confié leur vie. Donc c'était aussi une façon voilà, de dire merci. Mmh. Alors une autre question, avez-vous rencontré ou croisé des visiteurs qui venaient voir les patients? Nous demande, une lectrice, ou bien, est-ce que ce n'étaient pas des éléments que vous pouviez inclure dans, votre, huis clos? C'est vrai que les visiteurs, peut-être il n'y en a pas dans ce service-là? Alors, il y avait très peu de visites parce que, comme je vous disais, ce sont des cas assez lourds. Donc, la plupart du temps, les visites sont soit interdites, soit très, très rares. Euh, mais il m'est arrivé de croiser des familles, des silhouettes de familles, je pourrais dire. Mais là, je n'ai pas eu le loisir, en fait, de rentrer en contact avec eux pour ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, il me fallait du temps pour gagner la confiance des gens. Il a fallu que je m'assois longtemps à côté de Maria avant de commencer à lui poser des questions sur sa vie. C'est pour ça que j'y ai passé des semaines et des mois. Et par définition, les familles, elles ne faisaient que passer, donc j'aurais trouvé ça trop intrusif de tout d'un coup me ruer vers elles, surtout quand elles venaient voir voilà, leur fils, leur père, de venir et de commencer à m'immiscer dans la scène, alors que ce sont des moments très rares et très privilégiés. Donc j'ai vu passer quelques familles, mais il n'était pas impossible pour moi de recueillir cette parole-là, c'était trop compliqué. Mmh. Une autre question que je vous partage, est-ce que d'un point de vue littéraire, votre écriture a été différente après cette immersion? Heu, alors c'est une très bonne question parce que de fait, elle a été, j'ai senti qu'elle était modifiée par ce sujet et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on se rend compte qu'en fonction des sujets sur lesquels on écrit, la langue, elle va s'adapter. Par exemple, quand j'ai écrit un livre qui s'appelle La peau de l'ours, qui est une espèce de conte, de fable sur un être hybride mi-homme, mi-ours, là, je suis dans le fabuleux et donc j'ai une langue qui est beaucoup plus, baroque, voilà, qui se lâche beaucoup plus, qui ose beaucoup plus et sur un sujet comme ça où, il faut avoir une éthique d'écriture très forte, il faut justement éviter le sensationnalisme, il faut éviter le romantisme, il faut éviter la poétisation, qui serait, voilà, qui serait indigne, qui serait, pas à la hauteur du sujet. On se doit à une certaine retenue, à une certaine prudence, à une certaine distance, à un certain respect et j'ai bien vu que ma langue, en conséquence, elle était plus calme, plus sèche, voilà, elle se tenait plus dans quelque chose de plus sobre. Mmh. Une autre remarque qui fait référence à la question précédente sur cet amour. Les soignants qui choisissent cette voie doivent avoir beaucoup d'amour, pour leurs patients, je pense. Je m'interroge toujours comment ils se protègent eux-mêmes.
En effet, il est question aussi de cette distance à mettre, hein, dont vous parliez tout à l'heure. Et puis une autre question, quel sujet aborder après? Et quelle référence littéraire sur ce sujet peut aborder? Alors sur les soignants, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment vu tous les profils, c'est-à-dire des soignants, qui se jetaient à corps perdu dans leur mission, c'est pas pour rien que je dis mission, dans leur sacerdoce, dans ce travail et tel Barnabé dont je parlais tout à l'heure, qui dit: «Je ne fais pas de différence entre ma vie hors de l'hôpital et ma vie à l'hôpital» et qu'il est le même et que tout ça rentre dans son existence et que finalement ça ne lui pose pas de problème de pas mettre de barrières. Ça ne lui pose pas de problème d'être envahi voilà, par ces rapports affectifs avec les patients. Et lui ne fait pas de distinction. C'est une histoire de tempérament. D'autres, évidemment, disaient, dès que je sors, j'oublie, je compartimente. Et c'est là où on voit qu'en psychiatrie, le caractère, le tempérament des soignants est très important dans le soin. Il y en a qui... à un moment, il y a une infirmière qui me dit, mais finalement, il ne faudrait pas nous recruter sur un diplôme, mais nous recruter sur des caractères. Alors, il faudrait une maternelle, un paternaliste, un qui a de l'humour, un qui est plutôt autoritaire, un qui est empathique, un qui est froid. Et voilà, faire une espèce de galerie comme ça de caractères qui, mis bout à bout, ferait une bonne équipe soignante. Et ça, je trouvais que c'était intéressant. Donc, il y a vraiment tous tous les profils. Après, sur les livres, sur le sujet, moi, j'ai pas beaucoup lu en fait de littérature. J'ai vu des films. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Shock Corridor de Samuel Fuller où c'est qui raconte l'histoire d'un journaliste qui justement fait une immersion en hôpital psychiatrique, mais lui se fait passer pour fou pour être au plus près de la vie de l'hôpital et finalement est comme contaminé et devient fou à son tour. J'ai vu pas mal de documentaires sur le sujet, de l'américain Frédéric Weisman par exemple, de Nicolas Philibert en France. Et j'ai surtout lu des ouvrages de philosophie et de sociologie, de Foucault, d'un sociologue américain qui s'appelle Erving Goffman. J'ai lu des témoignages de soignants, j'ai lu des livres sur l'histoire de la psychiatrie. Enfin voilà, j'ai une grande masse documentaire qui m'a accompagnée, mais finalement assez peu de littérature, de romans. Ouais, c'est vrai que j'en identifie assez peu. C'est-à-dire qu'on a des romans avec des personnages fous, on peut en avoir chez Dostoïevski par exemple, mais c'est difficile de trouver un roman sur le monde psychiatrique et le monde de la folie. Mmh. Donc la deuxième partie de la question qui était: quel sujet après, Ah oui, celui de la folie? et ben en effet, c'est difficile. Là, j'ai pas encore de sujet. Je ne sais pas encore sur quoi je vais écrire, mais en revanche, j'ai envie de continuer la littérature d'immersion. Je vois que ça me plaît beaucoup. Je pense que ça me correspond plus que la veine romanesque classique. Donc sans doute le prochain sera à nouveau un terrain, comme on dit, mais je ne sais pas encore sur quoi. Et c'est vrai que ça va être très très difficile d'enchaîner.